Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, chapitre 4, potentiel électrique. Bon, écoutez, bonne et mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que vous allez voir que chapitre 4, quand même, est très semblable à ce qu'on a fait dans les premiers chapitres. Donc, bonne nouvelle, ça a bien été. Mauvaise nouvelle, si ça a mal été. Le potentiel électrique, en réalité, vous allez voir, c'est une façon un petit peu de trouver une façon de mesurer des champs électriques, dans le fond, à l'aide des différences de potentiel. Donc, les voltages, on va finalement utiliser les différences de potentiel qu'on a appelées les voltages, qu'on ne devrait pas appeler les voltages parce que c'est un anglicisme, comme j'ai déjà mentionné au laboratoire. Mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, on essaie de trouver une façon mesurable de calculer des champs électriques, dans le fond. Donc, au laboratoire, là, quand on fait des laboratoires, on essaie de mesurer comment les courants circulent, tout ça, mais les champs électriques sont présents, mais on ne peut jamais les mesurer. Donc, le potentiel électrique va vraiment être une façon de nous permettre de se représenter ça. Donc, avec une mesure qui est facile à faire, qu'on va appeler justement la différence de potentiel, donc le delta V, qui se calcule en volts. Donc, pour se rendre là, il faut commencer par le début, c'est-à-dire aller voir le potentiel électrique. Donc, je vous ai rappelé une petite formule que vous avez vue en mécanique, qui est le rapport entre l'énergie potentielle et le travail fait par ce système. Donc, c'est tout simplement l'inverse. Donc, s'il y a une variation d'énergie qui est faite par un système, il faut que ça soit égal à l'inverse du travail fait par ce système, ou que ça correspond aussi au travail extérieur fait sur ce système. Donc, toujours le travail est inversé si on regarde le travail du système et le travail fait sur un système. Euh, donc, je fais un petit exemple juste pour qu'on se rappelle un petit peu comment calculer le travail et associer ça à une différence d'énergie potentielle. Donc, je rappelle que tout ça, c'est calculé en joules. Là, je l'ai pas, j'ai pas mis de légende. Là. Je pense que c'est des formules qu'on devrait connaître assez bien du cours de mécanique. Si c'est pas le cas, ben, c'est pas la pire. Donc, la variation de travail d'énergie potentielle est égale à moins le travail fait par ce système. Donc, le petit exemple que je l'ai fait pour essayer d'illustrer ça, c'est l'exemple 4.1. Donc, un électron se déplace sur une distance de 520 mètres en J dans un champ électrique qui est négatif en J. Donc, il y a sa variation d'énergie électrique. Donc, pour avoir sa variation d'énergie électrique, dans le fond, ce qu'on va calculer, c'est le travail fait par cette particule-là. Puis après ça, aller voir c'est quoi sa relation avec le travail selon la relation qu'on a en haut. Donc, c'est vraiment ça qu'on a à faire. Donc, tout ce qu'on a à dire, c'est qu'on prend notre particule qui est négative. Donc, c'est un électron. L'électron va se déplacer sur une distance d que je vous ai donnée ici, donc vers le haut, positif en Y, et elle est plongée dans ce champ-là. Donc, c'est quoi la force que va ressentir cette charge-là pendant ce déplacement-là? Ben, on sait qu'on a une charge négative. Donc, si on a une charge qui est négative ici, ben, assurément, la force doit absolument être vers le bas. Si on n'a pas de force vers le bas, ben, ce n'est pas applicable. Donc, la force, j'ai dit vers le bas, pas du tout. Excusez-moi, je suis en train de vous dire n'importe quoi. La force est dans le sens du champ si elle est dans si la charge est positive. Donc, on se rappelle que FE est égal à QE. Dans ce cas-ci, comme la charge est négative et que le champ est par en bas, ben la force est par en haut, désolé. Donc, F par en haut. Donc voilà, c'est la relation entre la force et le déplacement qui nous donne le travail. Donc par définition, le travail est donné par la force ou le déplacement. Donc ce que je vous ai inscrit ici. Donc c'est ce qu'on a à calculer pour avoir le travail. Donc cette force-là est donnée par Q fois E, comme on a démontré dans le chapitre 2. Là, je vais essayer de vous inviter quand même. Je sais qu'on embarque dans la matière du deuxième examen, mais essayez de ne pas voir un découpage trop net entre les chapitres et entre les examens. Vous allez voir là, les 5-6 premiers chapitres, là, on traite pratiquement tout le temps la même chose, c'est-à-dire des champs électriques, des charges, puis de l'influence que ça a sur l'environnement. C'est tout le temps exactement ça qu'on fait. Donc, essayez de ne pas dire ça, c'est dans le chapitre 2, c'est dans le chapitre 3. Tout ça est sensiblement la même chose avec des méthodes de calcul un petit peu différentes. Donc, tout ça est relié. Ce que vous avez appris dans le chapitre 2, ça s'applique dans le chapitre 4, et ainsi de suite. Il ne faut jamais vraiment trop découper ça. Vous allez voir, là, si vous êtes capable de vous tracer un portrait global après le chapitre 4 de ce qu'on a fait depuis le début de la session, ça devrait être quand même relativement relax pour vous. Là. Si vous n'êtes pas capable de faire ça encore, c'est sûr que vous allez voir ça comme un cumul de matière assez important. Sinon, si vous êtes capable de voir la synthèse de tout ça, tout simplement encore des champs électriques, on se déplace un électron dans un champ électrique. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Là. C'est juste la façon qu'on le calcule qui est un petit peu nouveau. Donc, une approche qui est faite avec de l'énergie et des potentiels. Le gros avantage de travailler avec des énergies et des potentiels, c'est que des scalaires. Donc, on peut avoir des valeurs positives, des valeurs négatives, mais on n'a jamais de vecteur. Donc, comme vous voyez ici, c'est un produit scalaire qu'on fait apparaître ici. Donc, à chaque fois qu'on a un produit scalaire comme ça, ben, on va toujours avoir une réponse qui ne sera pas un vecteur. Donc, on n'a jamais de vecteur. À mesure qu'on évalue notre produit scalaire, mais le vecteur disparaît. Donc,
je vous résume la démarche. Là. Tout ce que j'ai fait, c'est la définition du travail. Donc, la définition du travail, c'est le produit scalaire entre cette force et ce déplacement-là. Donc, moi, comme je sais que la charge est négative, donc comme le E est par en bas, le F va être par en haut. Mon E, lui, va être par en bas et mon D est par en haut. Ce qui est important, dans le fond, c'est le rapport entre J et J. Donc, comme mon E est par en bas, je vais avoir un moins Q et mon déplacement est par en haut. Donc, j'ai un moins qui est apparu ici à cause du champ électrique qui est par en bas en J. Donc, je n'ai pas mis avec la force ici, j'ai vraiment mis avec la valeur du champ électrique comme j'ai remplacé par Q. Il faut faire attention, le Q va être négatif aussi. Donc, j'ai laissé tous les signes là, ici pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de confusion. Voilà, donc j'ai fait le produit entre la valeur de la charge de l'électron, qu'on met le signe, donc le travail peut être positif comme négatif. Ça va dépendre si on avance dans le sens de la force ou si on avance contre la force. Donc c'est sûr que si on travaille, donc si on le voit bien, là, la force là, est dans le sens du déplacement. Donc la force ici est dans le sens du déplacement. Donc on devrait avoir un travail qui est positif fait par la charge. Si on avait une force qui est dans le sens inverse, bien, on nuit au déplacement, donc on a un travail négatif fait sur cette charge-là. Par cette charge-là, je devrais dire. Donc voilà, on a le négatif ici qui vient du produit scalaire entre E et D qui sont en direction opposée. Le signe moins ici qui vient de la charge de l'électron qui est négative. Le module de E, le module de D, ce qui nous donne ces valeurs-là en joules. Donc on a 1,25 x 10 à la moins 14 joules ici. Nous, ce qu'on veut, c'est la différence d'énergie, non pas le travail. Donc, si vous regardez encore une fois votre relation qu'on avait en haut, donc delta U est égal à moins le travail, donc mon travail est juste égal à l'inverse de ce que j'ai calculé ici. Donc, moins 1,25 fois 10 à la moins 14 joules. Donc, pas plus compliqué que ça de calculer un travail. C'est la même chose qu'on avait fait en mécanique. La différence, c'est dans la définition de la force. Donc, si notre force, c'est notre force électrique qui est donnée par QE. Tout le reste est absolument identique. On aurait pu faire un cos ici entre les deux vecteurs si on aurait un cos entre E et D, donc cos de 180 degrés. On ne met pas de moins à ce moment-là. C'est les deux façons de le faire. Le potentiel électrique. Donc ça, c'est le nerf de la guerre dans le chapitre 2, le potentiel électrique. Il y a une grosse relation avec l'énergie potentielle. C'est pas pour rien que j'ai commencé avec ça. En gros, l'énergie potentielle va tenir compte d'à peu près tout ce qu'il y a de notre matière. Donc, on sait qu'on peut avoir plein de charges différentes sur des masses différentes. Donc, tout ça va nous amener à avoir des énergies potentielles dans ces charges-là. Après ça, nous, on sait qu'en électricité, à chaque fois qu'on a des courants électriques, des choses comme ça, ben, qu'est-ce qui se déplace, qu'est-ce qui crée les courants? Ben, c'est toujours des électrons. Donc, on n'a pas vraiment besoin de se rappeler à chaque fois que c'est la charge d'un électron, que c'est la masse d'un électron. Donc, la différence entre l'énergie potentielle et le potentiel électrique, c'est vraiment d'enlever la charge dans cette définition-là. Donc, si on prend l'énergie, le potentiel électrique V, puis on le compare à l'énergie potentielle U électrique, ben, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on divise par la valeur de la charge. Donc, ça nous donne un potentiel qui est dans le fond la division entre des joules par des coulombs. Ou ce qu'on appelle des volts. Donc, c'est ça le potentiel électrique. C'est vraiment juste pour simplifier un peu nos calculs. On pourrait toujours travailler en termes d'énergie potentielle, mais comme on a toujours juste des électrons, ben, ça évite de rajouter un calcul inutile dans tout ça tout le temps. Donc, je vous ai donné un petit peu les définitions un petit peu plus larges. Donc, différence de potentiel, c'est quoi? C'est la différence de potentiel entre deux points. Donc, ce qu'on va faire, en réalité, là, on va le voir un petit peu dans quelques minutes, c'est qu'on va situer deux points sur notre endroit. Donc, si on revient sur le dessin en haut ici, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre, on a un champ électrique E qui est ici, mais on va se mettre deux points. Donc, on va mettre un point ici qui serait, disons, notre point initial, puis un autre point ici qui serait notre point final. Ben, la différence qu'on se déplace dans un champ électrique qui va être dans le sens ou dans le sens contraire de ce déplacement-là, donc la distance entre les deux, ça va me donner une différence de potentiel. Donc, on va soit gagner ou perdre de l'énergie potentielle. Et c'est ça qui est important de bien saisir aujourd'hui. C'est toujours la différence entre deux points. Ces points-là sont arbitraires. On va les déterminer parce qu'on veut cette différence-là entre deux points. Des fois, ça va juste être un peu bidon pour nous permettre de calculer c'est quoi le potentiel de notre objet. On va voir toutes sortes de techniques pour faire ça. C'est jamais vraiment si compliqué, mais il faut vraiment toujours se garder en tête que c'est le rapport entre une position initiale et une position finale. Et ce qu'on veut savoir, c'est quoi l'écart entre ces deux points-là. Cet écart-là, on va le calculer en termes de potentiel électrique. On pourrait le calculer en termes d'énergie potentielle aussi.
On va faire les deux en réalité. Quand on va avoir des objets qui vont avoir des masses et des charges qui vont être différentes d'un électron. Quand on va parler juste d'électrons et de courant électrique, ben, on va surtout parler de potentiel électrique. Donc voilà, je vous ai un petit peu exposé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec tout ça. Donc c'est ça, on va avoir le potentiel de la position finale moins le potentiel de la position initiale. C'est ça ma différence de potentiel. C'est ça qu'on a sur nos piles. Donc nos piles, si on a une pile de 5 volts, ça veut dire entre la borne positive et la borne négative, il y a une différence de 5 volts entre les deux. Est-ce que ça veut dire que la première est à 0 et la deuxième est à 5? Pas nécessairement, ça peut être 5 et 10. C'est la différence entre les deux qui est de 5 volts. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est vraiment cette différence-là. Donc j'ai trouvé un petit schéma tantôt qu'on va pouvoir un peu plus élaborer sur les détails de tout ça. Mais là, on peut faire les rapports avec les énergies. Donc, on peut dire que c'est la différence entre l'énergie divisée par les charges, ou le delta U sur Q, puis le delta U, on a dit que c'était moins le travail. Donc, toutes ces formules-là peuvent être utiles à différents moments. Donc, tout ça, je vous ai mis en gros caractère. Là où ça va être le plus utile pour nous, c'est sans aucun doute cette formulation-là. Donc, la variation d'énergie potentielle d'un objet va être donnée par la charge fois la variation de potentiel de cette charge-là dans un champ électrique. Donc, il faut garder en tête que pour avoir une variation de potentiel ou d'énergie potentielle, il faut déplacer quelque chose dans un champ électrique. S'il n'y a pas de champ électrique, il n'y aura pas de variation de potentiel. C'est pas mal ça. Les unités de notre vol, on l'a vu ici, c'est des joules par coulomb. Juste un petit noté bien, là, ou un rappel sur les notations. Un volt, c'est V minuscule. Un joule, c'est J minuscule. Un coulomb, c'est C minuscule. Par contre, quand on se retrouve à avoir des abréviations, on retourne dans les lettres majuscules. Donc, volt, c'est V majuscule. Joule, c'est J majuscule. C, c'est C majuscule. Abréviation majuscule. Et quand on l'écrit au long, on écrit les minuscules. Donc, tout ça parce que ça vient de nom de gens. Qui ont inventé toutes sortes de trucs en électricité, comme j'ai déjà parlé. Donc, Volta, Joule et Coulomb nous ont fait des beaux travaux. Donc, voilà, je vous ai réécrit ici qu'un Joule, c'était l'équivalent de 1 volt, 1 Joule par Coulomb. Je vous parle aussi d'électronvolts. Donc, vous allez voir ça souvent dans vos exercices, et surtout en physique des particules. L'électronvolt, donc l'électronvolt qui est une unité complètement inutile selon moi, mais qui arrive quand même souvent en physique des particules. J'aime bien ironiser le fait que ça a été inventé par des physiciens complexés qui n'aimaient pas les petits chiffres. Quand on fait de la physique des particules, c'est qu'on va accélérer des électrons, des protons, des choses très petites, donc des masses très faibles à des vitesses quand même relativement élevées, mais comme la masse est tellement petite, on va surtout avoir des chiffres d'énergie cinétique qui sont très très petits, donc des fois 10 à la moins 15, des choses comme ça. Donc l'électronvolt a été inventé pour nous ramener ces énergies-là à des chiffres qui sont plus impressionnant, là, pour aucune raison vraiment valable. Mais si vous voulez l'équivalence, donc l'électronvolt, c'est tout simplement la charge, ici du proton, là, donc c'est la charge positive, fois 1 joule par coulomb, donc le volt. Et ça nous donne une quantité d'énergie, donc 1,602 fois 10 à la moins 19 joules, qui vaut 1 électronvolt. Donc si jamais vous avez à faire la conversion entre les deux, je vous rappelle que tous vos formules sont bâties dans le système international, donc il faut travailler en joules. Si on vous donne des choses en électronvolts dans vos problèmes, première chose qu'on fait, on convertit en joules avant de calculer nos vitesses. Donc toujours faire ce rapport-là. Donc un électronvolt égale à 1,6 fois 10 à la moins 19 joules. Donc voilà. Unité d'énergie, là, j'insiste vraiment, là, vous voyez, c'est des joules. C'est toujours de l'énergie des électronvolts. Surface équipotentielle, donc je vous ai donné quelques petits exemples ici que j'ai volés dans votre manuel de qu'est-ce que des surfaces équipotentielles. Donc c'est pas mal tout ce qui est en pointillé bleu sur ces images-là. Ça veut dire quoi, surface équipotentielle? Ça veut dire surface où le potentiel est équivalent, donc où le potentiel est égal, qui ne change pas, qu'il n'y a pas de variation. Donc là, vous allez voir, là, je vous ai fait un autre petit schéma un petit peu plus loin. Là. Une des façons les plus simples de créer une différence de potentiel, c'est de prendre deux conducteurs et de les charger. Donc, comment on va faire ça? Je vous ai fait le schéma un petit peu plus loin, mais je peux compléter ici. Là. Tout ce qu'on a à faire, c'est relier ça ici à une borne positive dans un circuit et l'autre côté à une borne négative. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est que la borne positive, la plus grande, va nous amener des charges positives ici et la borne négative, la moins grande, va nous amener des charges négatives ici. Qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est, si je mets ma petite charge d'essai Q0,
Donc, mais on l'imagine ici. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent une force par en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des charges positives ici qui la repoussent et des charges négatives par en bas qui l'attirent. Donc, dans les deux cas, ça me crée une force qui est par en bas. Ma charge d'essai positive me permet d'orienter mon champ électrique. Donc, je vois que j'ai un champ électrique qui va être par en bas ici. Donc, en vert ici, j'ai mon champ électrique. À mesure que je vais me déplacer dans le sens de mon champ électrique, je vais avoir des potentiels qui vont varier. Donc, on voit que le potentiel ici part d'une valeur qui est plus élevée. Donc, j'imagine qu'ici, on se rendrait peut-être jusqu'à 5 volts si on se rendait jusqu'à la borne supérieure. Et à mesure qu'on va se rapprocher de la borne négative, le potentiel va diminuer. Cette ligne-là en bleu, c'est une surface équipotentielle. Donc, ça ici, là, c'est une surface équipotentielle. Ça aussi, c'en est une autre. Ça veut dire que tout le long de cette ligne-là, j'ai un 4 volts. Tout le long de cette ligne-là, j'ai un 3 volts. Fait à noter, les surfaces équipotentielles sont toujours perpendiculaires aux lignes de champ. Il n'y a jamais d'ambiguïté par rapport à ça. C'est toujours exactement perpendiculaire. Donc, si j'ai des lignes de champ qui sont vraiment créées par des plaques comme ça, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Si on les fait dans l'autre sens, ben on a nos lignes de champ qui seraient comme ça, avec notre potentiel élevé, comme ça, par notre potentiel faible, exactement comme on a ici. Nos surfaces équipotentielles seraient les lignes pointillées ici. Et même chose ici, si j'ai une charge ponctuelle, ben je sais que j'ai un champ qui est radial, donc toujours vers l'extérieur, comme les rayons d'un soleil. Et à ce moment-là, si je veux faire des lignes qui sont perpendiculaires à ces rayons-là, ben je dois faire une sphère qui va englober toutes ces lignes de champ-là. Donc, je vais avoir des surfaces équipotentielles sphériques. J'en ai une infinité, donc j'en ai dessiné quelques-unes ici, mais il n'y en a pas juste une à 4 volts puis une à 3 volts ici. Il y en a une à 3.2, à 3.3. Il y en a une infinité. C'est tout le temps comme ça. Donc, il faut juste bien remarquer que les lignes de champ qui sont toujours en vert sur ces schémas-là et les surfaces équipotentielles en pointillés bleus sont toujours perpendiculaires. Est-ce que c'est si utile à notre vie? Pas tant, mais bon, je sentais important d'en parler un petit peu avant d'attaquer ça trop en détail. Donc, là où le plaisir commence, c'est la détermination du potentiel à partir du champ électrique. Donc ça va être notre plus gros enjeu dans ce chapitre-là. C'est-à-dire qu'on va partir d'un champ électrique, on va nous dire on a un champ électrique, on a une particule qu'on va promener d'un point initial, disons ici, à un point final, ici, F. À mesure que je vais déplacer cette charge-là, ma charge d'essai, parce qu'en réalité, on ne va rien déplacer, on va juste se positionner à une position I et à une position F, puis après ça, ben, on va s'imaginer que la charge d'essai Q0 se déplace entre ces deux points-là. Ce que je veux savoir, c'est pendant ce déplacement-là, quelle va être l'influence du champ électrique sur cette charge-là. Donc, ce que je veux calculer en réalité, c'est le travail sur ces charges-là. Donc, je vais calculer F fois S, S étant le déplacement. Donc, j'ai pris, comme le déplacement ici n'était pas régulier, j'ai pris un ds, donc une petite partie infini-décimale de ce champ-là. Et j'en ai fait un petit bout que je vais évidemment devoir intégrer dans quelques minutes. Donc, si le travail est égal à ma force fois mon déplacement, ben, une partie de mon travail est égale à la force fois une partie de mon déplacement. Ma force est donnée par Q0 fois E, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est le Q0 qui est placé là-dedans, fois mon ds. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir intégrer pour avoir mon travail total. Donc, je vais pouvoir sortir ma constante, donc l'intégrale de la position initiale à la position finale de E.ds. Par définition, le travail, en fait, la variation d'énergie, la variation du potentiel électrique est égale à moins le travail divisé par Q0. Si vous demandez où j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé dans cette rangée-là. Donc, j'ai pris celui-là ici avec mon delta V. Donc, la charge qui est dans mon delta V, c'est mon Q0. Donc, j'ai tout simplement pris la dernière formulation ici. Donc, voilà, j'ai remplacé mon travail ici par ce travail-là. Ce qui m'amène à la définition très importante. Donc, c'est probablement la formule la plus importante de ce chapitre-là. Vous devez absolument être capable de maîtriser cette formule-là. Un petit peu comme pour le théorème de Gauss, vous allez voir que l'intégrale ici n'arrive pas si souvent. Sinon, c'est des intégrales relativement simples. Mais oui, il va en avoir à faire. Et oui, vous aurez encore votre feuille de formule dans le chapitre 4 et 5, là, donc la feuille de formule de la page 558 pour l'examen. Donc, comme je vous expliquais, delta V, c'est la différence de potentiel entre les points I et F. Donc, il faut absolument que pour avoir une différence de potentiel, on ait un champ électrique et on se déplace sur une distance qui va être entre I et F. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont tous des scalaires à gauche de mon égalité et des vecteurs à droite. Donc, le fait que c'est un produit scalaire me donne des scalaires comme résultat. Ça me prend un champ électrique. S'il n'y a pas de champ électrique, pas de
différence de potentiel. Même chose comme c'est un produit scalaire, si l'angle entre E et DS est de 90, ben, le produit scalaire tombe à 0. Donc, si la différence de potentiel est dans le sens d'une surface équipotentielle, donc perpendiculaire au champ, exactement par ici. Donc, si mon E est par en bas comme ça, puis je me déplace comme ça, là, on a une surface équipotentielle, ben, ma différence de potentiel entre 3 volts et 3 volts sera de 0. C'est ça que ça me dit, donc le produit scalaire là-dedans. Donc, le sens de déplacement est très important. On va toujours devoir se placer sur notre schéma un point initial, un point final, puis ensuite essayer de voir c'est quoi la différence entre les deux. Donc, c'est vraiment 2 points. L'astuce qu'on va utiliser, c'est vraiment de déplacer notre charge d'essai Q0 là-dedans. Je vous rappelle que la charge d'essai Q0, elle est positive et elle n'existe pas vraiment. Donc, elle est vraiment là pour nous aider à nous situer dans l'espace et nous aider à calculer cette valeur-là. Une convention qu'on fait souvent, j'insisterai pas là-dessus, là, mais vous allez voir dans quelques démonstrations, on va prendre un point initial ou final à 0. Donc, on va souvent pour l'infini, donc les potentiels, quand on est très loin des objets, ben, les champs, on sait qu'ils tombent à 0. Donc, c'est inversement proportionnel, souvent la plupart du temps, ou même au carré, les champs électriques. Donc, si on tombe dans une situation où le champ électrique est égal à 0, ben, le potentiel tombe à 0 aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on va souvent faire là, pour avoir juste un potentiel à un endroit. Donc, on va voir qu'on va utiliser ça dans la démonstration de la charge ponctuelle tout à l'heure. Mais c'est pas quelque chose d'essentiel. L'idée, c'est vraiment de regarder c'est quoi nos 2 points. Là. OK, donc petit exemple pour faire ça. Donc, premier exemple, je vais tout simplement faire un E uniforme. Donc, j'ai un E qui est par en bas comme ça. Ce que je veux avoir, c'est quoi la différence de potentiel, donc delta V entre I et F. Donc, la différence de potentiel, faire attention. Si vous vous rappelez au laboratoire, là, si vous avez pris vos petites pinces là, de sonde puis vous avez calculé la différence de potentiel dans un sens, des fois, ça vous donnait un négatif. Là, je vous ai dit, faites attention, on le veut positif, donc on va inverser les sondes à ce moment-là. C'est vrai en théorie aussi. On va avoir une différence de potentiel qui va être dans un sens entre I et F, qui va être dans l'autre sens entre F et I. Donc, il y a un côté qui va donner positif et un côté qui va donner négatif. Donc, important de bien définir qu'est-ce qui est I, qu'est-ce qui est F. Donc, on définit sur notre schéma comme ça. Dans ce cas-ci, si on a I et F qui est comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend notre Q0 positif, ben, en réalité, on déplace toujours de initial vers final. Donc, mon DS ici est toujours par... Ben, pas toujours, mais dans ce cas-ci, est par en bas. Donc, si on sait ça, ben, on sait que mon E et mon DS vont être dans le même sens. Donc, quand je vais évaluer mon produit scalaire, ça va être simple. Donc, voilà, le calcul, je l'ai fait ici. Donc, delta V est égal à la moyenne intégrale de I à F. Faites attention au négatif devant cette formule-là. Là, je le vois oublier beaucoup trop souvent. Là. Donc, il y a toujours un négatif devant la formule là, quand on commence. Là, vous l'aviez partout. Là. Beaucoup de gens l'oublient là, à l'examen. Donc, faites attention de bien retranscrire vos formules. C'est pas parce que je vous les donne que c'est automatique. Là. Il faut bien les transcrire. Donc, voilà la formule moins l'intégrale de I à F de EDS. Donc, soyez pas trop intimidés par l'intégrale. Vous allez voir que ça donne pas grand-chose. Première chose, on se débarrasse d'un produit scalaire comme on a fait dans le passé. Donc ici, j'ai pris module de DS fois cos de l'angle entre les deux. Donc comme DS est par en bas et E est par en bas, voilà, cos de 0. Pas de force ici, hein, on est vraiment juste avec le champ. Comme j'ai un A qui est constant, un E qui est constant, donc uniforme, je peux le sortir de l'intégrale. Donc une intégrale de I à F de DS, ben, dans le fond, ce que ça me dit, c'est que ça me demande DS qui est comme en long. Donc c'est quoi le déplacement entre I et F? Sur mon dessin, c'est D. Donc, mon delta V, tout simplement égal à moins E fois D. Vous allez voir ce résultat-là, on va s'en servir quand même un petit peu plus tard dans la session quand on va faire nos condensateurs. Donc, les condensateurs, c'est des accumulateurs de charge. Puis ça va être important de bien connaître, ça va être quoi le champ électrique à l'intérieur du condensateur en fonction de la différence de potentiel qu'on va alimenter sur notre condensateur et la distance entre nos conducteurs. Donc ça, c'est une petite formule qui va resservir. On en reparlera à ce moment-là, mais si jamais vous vous demandez, ça viendra d'ici. En B, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc cette fois-ci, au lieu d'aller directement de I vers F, on va aller de I vers C vers F. Donc là, au lieu de partir directement du point I vers F, on va prendre 2 déplacements. Donc, on va commencer par prendre notre petite charge d'essai positive Q0 et on va la déplacer sur un DS comme ça. Et ensuite, on va prendre notre Q0 et on va le déplacer
sur un DS comme ça. Donc, c'est important de réaliser qu'il y a deux déplacements à faire. Donc, je ne peux pas le faire d'un coup. Ou peut-être. On va voir ça dans une minute. Donc là, ce que je vais faire... J'ai un égal de trou ici. On va l'enlever tout de suite. Donc voilà, j'ai mon déplacement ici de IAF que je dois décomposer en deux déplacements. Donc, premièrement, mon déplacement de I à C et ensuite de C à F. Ensuite, je vais évaluer un produit scalaire dans les deux cas. Donc, je regarde de I à C, ben, j'ai mon E qui est par là et mon DS qui est vers la droite. Donc, j'ai un 90 degrés entre les deux. Cos de 90, ça vaut 0. Donc, ce terme-là, il va tomber. Oh, ça marche moins bien sur les formules. J'aimerais ça pouvoir écrire. Je peux plus. Bon, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'espère que ça va revenir. Donc, si... Ouais, c'est bon. Donc, ça tombe à 0. Il me reste mon cos de 45 pour la deuxième partie. Donc, comme j'ai un angle de 45, c'est l'angle qui est ici, en réalité, que j'aurais besoin. Là. Mais bon, comme j'ai ça correspond à l'angle qui est ici. Là. Comme j'ai un 90 là, ben, je vais avoir un 45 degrés ici, pas le choix. Je sors mon E, mon K, il me reste l'intégrale de DS. Le DS, c'est la longueur H qui est ici, donc j'ai mis H ici. Il faut bien que j'évalue mon H. Donc, mon H ici, si je fais le triangle comme ça, ben, je vais dire que sinus de 45, c'est égal à mon côté opposé sur mon hypoténuse, donc D sur H. Donc, mon H vaut D sur sin de 45. Donc, je me trouve mon delta V qui est égal à E cos de 45 fois D sur sin de 45. Mais cos de 45 puis sin de 45, ça vaut exactement la même chose. Donc, je me trouve avoir la même réponse que j'avais en A. La morale de l'histoire, c'est qu'en réalité, il faut bien réaliser que tout ce qui est travail, tout ce qui est variation d'énergie, c'est complètement indépendant de la trajectoire. Donc, ici, là, quand même que j'aurais un point initial qui serait ici. Ah, tu me fais le coup encore. Donc, si j'ai un point initial qui est ici et un point final qui est ici, peu importe si je fais une trajectoire qui est directe ou je fais n'importe quel chemin du moment que je commence au I puis je finis au F, ben, l'important, c'est juste de voir notre position initiale et notre position finale. Je ne suis pas sûr que j'aime mon dessin. Mais c'est toujours indépendant de la trajectoire. Donc, peu importe mon dessin, il faut toujours réaliser que la réponse est complètement indépendante de la trajectoire. Donc, on peut le rajouter ici. Là. Indépendante de la trajectoire. Donc, bien important de toujours bien réaliser ça quand on parle d'énergie. Toujours la position initiale, position finale. Donc, en réalité, s'il y a un problème comme ça, vous n'êtes pas obligé de passer par C, hein, de dire, ben, ma position initiale est là, ma position finale est là, à moins qu'on vous demande spécifiquement d'évaluer c'est quoi le travail entre I et C. Si on vous demande vraiment c'est quoi le travail entre I et F, ben, vous pouvez faire exactement le même problème qu'ici. On peut aller en ligne droite directement entre I et F. La trajectoire, comme je disais, n'a pas d'importance. OK, maintenant, on va aller voir les vraies choses. Donc, tout ça était introduction pour un peu arriver dans nos vrais calculs. Donc, premier calcul qu'on va faire, c'est le potentiel d'une charge ponctuelle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... En réalité, ce qu'on veut là, ici, c'est avoir le potentiel au point P. Le potentiel au point P, ici, on va s'aider avec la formule. Donc, on a une seule formule pour calculer le potentiel. C'est que la différence de potentiel, delta V, qui est égale à moins l'intégrale de IAF de EDS. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, si je veux avoir le potentiel au point P, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre deux points. Premier point, je vais dire que mon point initial, ça va être mon point P. Donc, je vais partir d'ici à un certain point initial qui va être là. Et mon point final, mon F, va tendre vers l'infini. Pourquoi je veux aller à l'infini? C'est parce que je sais qu'à l'infini, je vais avoir un potentiel qui va être nul, donc je vais pouvoir l'éliminer au bout de la ligne pour avoir simplement mon potentiel au point I. Donc, c'est ça l'astuce. Je vous ai épargné l'axe radial ici, mais en réalité, on devrait avoir une réponse qui est vraiment en R. Donc là, je l'ai faite sur l'axe des Y parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui accroche sur l'axe radial. Je vais faire un petit retour tout à l'heure, un petit peu plus tard, là, pour un exemple suivant.
sur l'axe radial, mais là, je voulais être sûr que ça soit clair pour tout le monde. Fait que je l'ai fait juste en Y, mais garde en tête que cette valeur-là est bonne dans tous les sens qui sont vers l'extérieur. Donc, mon champ est dans n'importe quel sens. J'aurais pu le faire en X, j'aurais pu le faire en diagonale comme ça, j'aurais pu le faire vers nous en sortant de l'écran. Tout ça est un axe radial, donc toutes les valeurs vont être bonnes à une distance R de notre charge Q, donc où est mon point P. Là. Donc, comme j'ai décidé de travailler sur l'axe des Y, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais avoir une position Y qui va varier pour mon Q0 de la position P, qui est à une distance R, et jusqu'à l'infini. Donc, ma position finale qui va tendre vers l'infini. Donc, mon DS, qui est un petit vecteur que j'ai dessiné en rouge ici, va s'éloigner, dans le fond, ici, de ma charge Q. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir c'est quoi la relation entre DS et mon champ électrique en vert. On voit ici que les deux sont dans le même sens. Donc, mon champ est sortant et mon DS est sortant ici. Donc, je dois avoir les deux dans le même sens. Donc, je vous ai résumé un petit peu la démarche ici. Donc, on calcule la différence de potentiel entre le point P et l'infini sur l'axe des Y. Le champ est celui créé par la charge ponctuelle. Donc, c'est lui qui crée le champ électrique en vert. Et moi, ce que je veux savoir, c'est que c'est quoi la différence de potentiel entre deux points. Donc, le point initial qui est à la distance R et le point final qui est à l'infini. Ces deux points-là étant plongés dans un champ électrique donné par KQ sur Y au carré. Donc, je n'ai pas mis le R là, pour vous éviter l'axe radial, mais on voit bien que ça diminue en fonction de Y, qui est la distance de notre charge. On pourrait tout refaire sans R. J'ai préféré de le garder pour la fin. Donc, j'ai mis la démarche. C'est pas si compliqué après ce qu'on a fait dans le chapitre 2. Là. Donc, première chose, on va avoir la différence de potentiel qui va être moins l'intégrale de IAF de EDS. Donc, comme je vous ai dit, on a DS qui est par en haut et E qui est par en haut aussi. Donc, l'angle entre les deux est de 0. Mon DS ici est un DY, donc dans le sens DY. Donc, E fois DY, voilà, pas grand-chose à rajouter là-dessus. J'ai enlevé mon produit scalaire, j'ai remplacé par le cos de 0. Pourquoi c'est DY puis c'est plus DS? C'est parce que mon déplacement se fait sur l'axe des Y. C'est vraiment sur quel axe je me déplace qui va déterminer la valeur de ma composante différentielle de mon axe. Si je me déplaçais sur l'axe des X, ça serait des X. Ici, j'aurais pu mettre des R aussi, mais comme j'ai décidé de travailler sur l'axe des Y, je mets des Y. Donc voilà, ensuite mes bornes d'intégration, mon point initial sur les Y est à une distance petit r et mon point final, je l'ai mis à l'infini sur l'axe des Y. Donc voilà pour ça, j'ai enlevé mon cos qui vaut 1. Ensuite, j'ai remplacé par mon E. J'ai pas sorti mon E parce que à mesure que je vais changer mon Y, mon E varie avec Y. Donc je peux pas le sortir de l'intégrale, c'est une variable. Donc je le laisse dans l'intégrale à ce moment-là. Donc, je l'ai remplacé à l'intérieur. Ensuite, j'ai des constantes là-dedans que je peux sortir quand même. Donc, j'ai moins KY que je peux sortir. Donc, il me reste l'intégrale de moins R à l'infini de dy sur Y carré. Vous avez votre table d'intégrale qui n'a pas changé. Donc, l'intégrale de tout ça est tout simplement moins 1 sur Y que j'ai évalué de Y à l'infini. Donc, j'ai gardé les deux moins pour être sûr de ne pas se mêler. Mais en réalité, il se simplifie. Donc, on pourrait les barrer tout de suite. On espère que ça fonctionne. Donc, un plus ici, un plus ici. Donc, voilà. Il me reste à trouver mes bornes. Donc, la borne supérieure qui donne 1 sur l'infini à 0, moins KQ sur R. Et voilà, qui me donne V de l'infini moins VR. Donc, ce que je veux, c'est le potentiel au point R et non pas à l'infini. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on va souvent donner comme hypothèse, qui est vrai, c'est que quand on se trouve très loin d'une charge, son influence est nulle. Donc, on va dire que le potentiel, quand on se trouve à une distance infinie de cette charge ponctuelle-là, c'est 0. Ce qui m'amène à le potentiel d'une charge ponctuelle qui est donné par KQ sur R. Donc, le petit r, on ne le met pas souvent, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est à une distance R de cette charge-là. On a ce potentiel-là. Faites attention, il n'y a pas de valeur absolue là-dedans, donc le potentiel peut être positif comme négatif. Si on a un V qui est positif, le Q est positif. Si on a un potentiel qui est négatif, le Q est négatif. Donc c'est pas mal ça qu'il y a à dire sur le potentiel électrique. J'espère que c'est clair pour l'utilisation de la formule. Je sais que c'est quand même étrange là, comme méthode de calcul. Puis ça ne nous dit pas grand-chose de potentiel électrique, mais c'est quand même quelque chose d'hyper puissant, puis c'est avec ça qu'on va être capable de faire le lien expérimental entre les champs électriques et nos mesures. Donc, mesurer des potentiels électriques là, ou des différences de potentiel, vous l'avez vu au labo, c'est quand même pas super compliqué.
Calculer les champs électriques, c'est un travail pratiquement impossible. Donc, avec les différences de potentiel, on va être capable de faire des belles choses au labo. Bon, si on a plusieurs charges ponctuelles, principe de superposition. Donc, on va tout simplement additionner le nombre de potentiels électriques selon le nombre de charges. Écoutez, gros avantage par rapport à ce qu'on a fait, on a additionné des forces avec notre théorème de superposition dans le chapitre 1, on a additionné des champs électriques dans notre chapitre 2. Gros avantage ici, des scalaires. Donc, il n'y a pas de vecteurs additionnés, donc pas de décomposition à faire en X, en Y. Donc, tout ça est tout simplement des vecteurs. Donc, faites attention aux signes. Si on a des charges positives, le potentiel créé par cette charge-là est positif. Donc, tout ce qu'on a évalué, dans le fond, c'est quoi cette charge-là et c'est quoi la distance par rapport au point que j'essaie de calculer. Donc, la distance R. Est-ce que je veux avoir le champ à une distance... Quelle distance de notre charge? C'est tout simplement ça. Donc, on va avoir des potentiels différents pour chacune de nos charges. On additionne ça. Pas trop compliqué, c'est tout. Donc, j'ai fait un petit exemple pour illustrer ça. Donc, je demande de calculer V au point P, qui est au centre d'un carré comme ça, même si mon dessin n'est peut-être pas super carré. Donc, je vous donne les 4 charges, Q1, Q2, Q3, Q4. La distance D, qui est un carré, est égale à 1,3 m. Je dois déterminer c'est quoi le potentiel au point P. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la sommation sur les 4 charges. Donc, la sommation sur les 4 charges, c'est la sommation des 4 potentiels. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a K sur Q1, Q2, sur R. Donc, la somme de tous les potentiels. Je vais peut-être sauter une ligne ici. Là. On a peut-être dû écrire Q1 sur R1, Q2 sur R2, Q3 sur R3, Q4 sur R4. Mais au bout de la ligne, les 4 sont exactement à la même distance. Donc, j'ai mis un dénominateur commun qui est leur distance commune. Puis ensuite, on additionne tout simplement les charges. Il faut calculer le R ici, juste faire attention. Donc, un petit Pythagore à faire avec D sur 2 et D sur 2. Donc, je vous ai fait ici. Ce qui me donne mon potentiel. Donc, j'ai additionné ces charges-là. Faites attention. N, ça veut dire nanocoulomb. Donc, il faut additionner à moins 9. Donc, j'ai additionné ça. On arrive à 350 volts. Peut-être un petit chiffre significatif de trop ici. Là. On devrait peut-être avoir deux chiffres significatifs. Donc, 3,5 fois 10 à la 2 volts. Et voilà. Donc, vous voyez, là, contrairement à ce qu'on a fait avec les champs électriques et les forces électrostatiques, là, quand même pas mal plus simple à calculer, pas de vecteur à décomposer, donc ça se fait en quelques lignes au lieu de se faire en une grosse démarche. Ça va arriver ce qui arriva. On a fait la même chose dans les premiers chapitres, donc on a commencé par charge ponctuelle, après ça on a fait N charge ponctuelle. Ensuite, on est allé voir des distributions de charges continues. Donc, ce qu'on va faire encore une fois ici, avoir les potentiels de distribution de charges qui sont régulières. Donc, les définitions des distributions de charges n'ont pas changé. Là, quand on parlait de dQ est égal à lambda ds, lambda dl, lambda dx, lambda dy, tout ça c'est encore vrai. dQ qui est égal à sigma fois dA, puis dQ qui est égal à ρ fois dV dans le cas d'une distribution volumique, tout ça est encore vrai. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas découper dans notre tête le chapitre 1, 2, 3 des suivants. Là. Vous allez voir, là, les 5-6 premiers chapitres là, sont vraiment là, imbriqués ensemble. On parle pratiquement toujours de la même chose, mais en calculant de façon un petit peu différente. Donc, j'espère que vous allez bien réaliser ça. Puis les méthodes de calcul sont sensiblement les mêmes. Gros avantage, encore une fois, qu'on fait des différences de potentiel ou des potentiels, ce sont des vecteurs, pas des vecteurs, des scalaires, donc pas de vecteurs à calculer. Ce qui fait qu'il n'y a pas de composante en X, en Y. C'est toujours un module qu'on essaie de calculer. Donc un chiffre, pas d'orientation. Ce qui vient que c'est quand même pas mal plus... en fait, beaucoup moins intimidant aussi à calculer si on n'a pas de vecteur dans notre intégrale à faire en partant. Donc voilà, comme vous devez vous en douter, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la valeur de la charge ponctuelle. Au lieu de prendre Q, on a pris dQ, ce qui nous donne l'influence de dV. De la même façon, la même logique qu'on a faite dans le chapitre 2. Donc je ne répéterai pas toutes les mêmes niaiseries. On va plutôt se pratiquer avec notre ligne de charge qu'on a déjà vu quelques fois. Donc, j'ai fait un petit schéma. Donc, je vais avoir V au point P. Donc, mon point P que je n'ai pas dessiné ici, je n'ai pas identifié que je vais faire ici. Mon point P qui est le point qui est là. Le point P qui est lui ici. Donc, pas de vecteur à calculer au point P, hein, à dessiner au point P. C'est pas comme dans le chapitre 2, dans le chapitre 2 ou 3, là. Je le répète pour la déjà quelquesième fois là, ce matin.
Le potentiel électrique n'est pas un vecteur, donc il n'y a pas de flèche à dessiner. C'est pas le champ électrique qu'on calcule. C'est sensiblement la même technique que calculer le champ électrique, mais au bout de la ligne, c'est une petite affaire différente, dans le sens qu'il n'y a pas de R au carré dans la formule et il n'y a pas de vecteur. Tout le reste, c'est pareil. Donc, si ça a bien été dans le chapitre 2 pour vous, félicitations, vous avez terminé votre chapitre 4 ou pratiquement. Si c'était difficile pour vous le chapitre 2, je suis désolé, là, votre misère n'est pas finie. Il faut clarifier ça le plus vite possible. C'est ça. Donc, on va utiliser notre définition. Donc, on va avoir que V va être égal à K fois l'intégrale de dQ sur R, K qui est toujours notre constante de Coulomb. dQ ici, si on se trouve avoir une tige de charge qui est sur l'axe des X, c'est le même principe que dans le chapitre 2. On sait qu'on va avoir dQ qui va être égal à lambda fois dx. Donc, on a une distribution de charge qui est continue. Donc, lambda fois dx. Même chose, on va remplacer notre R. R qui est toujours la distance entre notre point P et notre dQ. On va faire notre Pythagore avec y au carré plus x au carré. On va tout remplacer ça là-dedans. Notre x va varier, donc c'est une variable d'intégration. Donc notre x va varier de 0 à grand L. Donc je l'ai placé directement sur l'axe avec l'intersection de l'axe des x. Ici, là, je devrais pas dire jamais, là, mais il n'y a pas d'histoire de symétrie. Là. C'est pas comme dans les champs électriques ou dans les forces là, qu'on pouvait savoir qu'il y avait des composantes en X ou en Y qui allaient s'annuler. Ici, il n'y a pas de composantes, c'est un module qu'on calcule. Donc, on calcule le chiffre. Donc, peu importe qu'est-ce qui arrive, là, même s'il y a symétrie, pas symétrie, oubliez ça. Là. Ce qu'on veut, c'est calculer le chiffre. Donc, ça se peut que ça donne 0, mais la raison, ça ne sera pas par symétrie. Là. Donc, il n'y a pas de symétrie ici, comme il n'y a pas de vecteur. Donc, il n'y a pas de chose qui s'annule à gauche, à droite. C'est un chiffre. Donc, on veut savoir un chiffre et non pas des flèches. Là. Donc, tout le reste est pratiquement pareil. Là. J'ai tout mis ça dans l'équation qui est ici. Donc, mon dQ lambda dx, j'ai remplacé là-dedans. Mon R que j'ai remplacé de la même façon ici. J'ai sorti mes constantes. Donc, je me trouve à avoir dQ est égal à la racine carrée de dx, l'intégrale de 0 à L de dx sur racine de x au carré plus y au carré. Donc là, encore une fois, on fouille sur notre feuille de la page 558. On se retrouve à voir que ça, c'est l'intégrale d'un ln. Donc voilà, j'ai écrit l'intégrale. Donc on intègre ça de 0 à L. J'ai remplacé avec les valeurs. J'ai-tu oublié? Oui, lui, ça devrait... Non, c'est mon x, ça va. Donc voilà, j'ai remplacé. Je vous rappelle une propriété des ln pour remettre ça un peu plus synthétique, qu'on utilise pas mal tout le temps. Ln d'une chose moins ln d'une autre chose, on peut diviser les deux termes et faire un seul ln. Si on avait une addition, on aurait pu les multiplier. Là, on va les conserver comme ça et ça sera pas mal tout ce qu'on va faire pour notre différence de potentiel. Si on sait que notre ligne de charge contient Q au complet, on peut remplacer notre lambda. Ça dépend des manuels. Là. Moi, cette réponse-là, elle est très bonne. Si on vous mentionne que la ligne de charge contient Q, puis on veut la réponse en fonction de Q, on le remplace, c'est tout. Mais sinon, les deux réponses, pour moi, seraient acceptables. Donc voilà, vous voyez que c'est pratiquement identique au chapitre 2, mais ça se fait en 5 lignes au lieu de 2 pages. Pas mal plus simple à faire. Le disque, écoutez, j'ai ressorti exactement le même schéma. Là, je me suis pas cassé la tête d'en faire un nouveau. Le même schéma qu'on a fait pour le disque, je répéterai pas tout ce qu'on a dit par rapport à ça, c'est la même chose. Donc on veut le potentiel au point P. On a un DE qui est par là. Oubliez ça, le DE, il ne nous intéresse pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est le potentiel au point P. Donc, V va être égal à K dQ sur R. dQ va être égal à sigma fois dA comme une distribution de charge qui est surfacique. Ici, comme j'ai un cercle de rayon X, l'aire de ce cercle-là, c'est pi x au carré. Donc, moi, ce que je veux, c'est dA et non pas A. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dériver par rapport à ma variable. Donc, dA sur dx est égal à 2pi x, excusez. Donc, dA est égal à 2pi x dx. J'ai pas mal fini, hein? Il me reste à remplacer après ça mon R par mon x au carré plus y au carré. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est la même chose. Donc, j'ai intégré de 0 à A pour avoir toutes les valeurs de x. Donc, c'est-à-dire mon x qui va du centre jusqu'à l'extérieur. Donc, de 0 jusqu'à petit a. Le reste, c'est pareil. L'intégrale est un peu différente. Donc,
on a l'intégrale de x dx sur x au carré plus y au carré. Encore une fois, je vous laisse fouiller sur votre page 558 pour trouver la valeur de ça. Écoutez, je ne sais pas quoi rajouter vraiment, à part que dans la plupart des distributions de charge, on va souvent prendre la valeur de la constante de Coulomb et la remplacer par 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, vous avez vu sur votre feuille de formule et dans plusieurs exemples, on prend les valeurs des plans infinis comme sigma sur 2 epsilon 0, sigma sur 2 epsilon 0, dépendamment si c'est une feuille conductrice ou non conductrice. Donc, c'est la convention qu'on utilise, mais au bout de la ligne, cette valeur-là serait bonne aussi pour moi. Il faut juste vérifier si on demande de l'exprimer en fonction de K ou pas, mais c'est juste un petit peu plus concis. Là. Ici, on a 4 caractères, ici, on en a 3, là, mais c'est pas mal équivalent, là, pour ne pas dire exactement équivalent. Donc voilà, si vous avez des questions sur la démarche, n'hésitez pas. Là, on dirait que je vais vite là, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois. Puis c'est juste plus simple. Donc garde en tête, c'est un module, donc il n'y a pas de vecteur. C'est simplement une valeur numérique comme ça. Il n'y a jamais d'orientation, jamais de vecteur. Ah, petit bout que vous allez peut-être aimer ou pas aimer. L'inverse. Donc on vient de faire de déterminer la différence de potentiel ou le potentiel à partir du champ électrique. On peut faire l'inverse. On peut déterminer le champ à partir du potentiel. Ben, si on a fait que déterminer la différence de potentiel à partir du champ, il fallait faire l'intégrale, ben, l'inverse de l'intégrale, c'est la dérivée. Mais comme parfois on a des expressions qui contiennent des x, des y et des z dans notre expression, il faut introduire les dérivées partielles. Donc, je vous ai exprimé ça, puis j'ai fait un petit exemple après. Je sais que ça fait peur d'introduire des nouvelles maths comme ça, mais vous allez voir, la dérivée partielle est en réalité beaucoup plus simple que la dérivée totale que vous êtes habitué. Donc, juste pour illustrer ça, là, ce qu'on veut en réalité, c'est la composante du champ, parce que je vous rappelle que le champ reste un vecteur. Là. Peu importe si le potentiel, c'est un vecteur ou le potentiel n'est pas un vecteur, mais le champ reste un vecteur. Donc, le champ va avoir une composante x, y, z. Donc, si je vais avoir la composante, disons S, parce que je ne veux pas répéter les 3 sur la feuille de formule, donc j'ai juste écrit cette formulation-là, ce que j'ai à faire, c'est faire la dérivée partielle par rapport à cette variable-là. Donc, si je veux le champ électrique en x, donc la composante x de mon champ électrique, ce que je fais, c'est que je prends la valeur de mon potentiel, j'oublie pas le petit moins qui est devant, et je dérive par rapport à cette variable-là, donc par rapport à x. Si je veux la composante y de ce champ-là, ce que ça veut dire, c'est que je vais prendre la valeur de ce potentiel-là et je vais dériver par rapport à y. Même chose par rapport à z. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dériver par rapport à x, dériver par rapport à y, dériver par rapport à z? Ben, ça veut dire que n'importe quoi d'autre que ce qui est la lettre qui est en bas, là, donc dans notre cas, c'est x qui est ici, n'importe quoi qui n'est pas x dans notre expression de v, on le considère comme constante. Ben, considérer quelque chose comme constante quand on fait du calcul différentiel, c'est bien le fun. Pourquoi? Parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Puis, ben, 0, ça simplifie pas mal notre vie. Donc, c'est vraiment juste ça. Puis, vous allez voir, l'utiliser, ça ne devient pas quelque chose de très, très lourd. Là. Je vous ai fait un petit exemple ici. Donc, c'est complètement bidon. Là, il n'y a aucun champ qui se comporte comme ça, mais mettons que j'ai un champ électrique V qui est donné par K x au carré plus Y au carré plus Z au carré. Je vous demande de déterminer c'est quoi le champ électrique E qui a créé cette différence ce potentiel-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je dois l'évaluer en X, en Y, en Z. Comme c'est un vecteur, je vais avoir mes composantes en X, en Y, en Z. Donc, si je vais avoir ma composante X, qu'est-ce que je fais? Bien, je fais la dérivée partielle par rapport à X. Donc, qu'est-ce que je fais pour avoir une dérivée partielle par rapport à X de tout ça? Bien, je considère X, parce que je fais la dérivée par rapport à X, comme étant une variable. Tout le reste qui n'est pas X, je le considère comme une constante. Donc, j'ai ça. Donc, première chose, je réécris. J'ai un petit moins qui est là, il ne faut pas que j'oublie que je mets devant. Ensuite, ma constante que je mets devant. Et ensuite, je dérive l'intégrale de l'intérieur de ma parenthèse. Donc, la dérivée de x au carré, 2x. La dérivée de y à la 3, ben, comme je dérive par rapport à x, tout ça, c'est une constante. Dérivée d'une constante, 0. Z, ben, c'est pas x, z. Donc, c'est une constante. Peu importe si c'est z à la 4, z à la 1000, z à l'infini, c'est une constante. Donc, ça devient 0 plus 0. Donc, voilà, c'est tout. Donc, vous voyez à quel point c'est gentil la dérivée partielle, à quel point c'est pratique, puis c'est puissant. J'ai la composante y.
ben, je fais la même chose par rapport à Y. Donc, cette fois-ci, ben, la dérivée de X va tomber à 0, la dérivée de Z va tomber à 0. Tout ce qui me reste, c'est la dérivée de Y. Donc, j'ai mon 3Y2. Donc, j'ai écrit comme ça. Même chose par rapport à Z. Donc, là, il me reste juste la dérivée de Z à la 4 qui va me donner un terme qui est non nul. Donc, 4Z3. Et voilà. Et si je veux mon vecteur E, ben, je vais juste rajouter mes vecteurs unitaires. Donc, I, J, K pour ma composante X, Y et Z. Et voilà, j'ai mon vecteur. Donc, vous voyez à quel point ça peut être rapide et pratique. Juste pour illustrer encore plus mon point, puis vous montrer à quel point c'est puissant comme technique, même si je sais que ça fait peur d'introduire des maths comme ça à distance. Là. Vous voyez que c'est pas si compliqué la dérivée partielle. Un plus simple, là, une dérivée totale qu'on ferait par rapport à x comme ça sur des choses qui contiennent x, y, z, c'est vraiment très lourd à traîner. Là. Tandis que la dérivée partielle, ben, tout ce qui n'est pas x, ben, on le met à zéro. On le considère comme une constante, ça va très bien. Rappelez-vous dans le chapitre 2, quand on a fait la démonstration du disque, comment on a fait ça? Ben, on a commencé par démontrer l'arc de cercle en faisant un ds, puis après ça, on a intégré sur notre cercle au complet, puis après ça, on a fait que notre anneau devenait une partie infinitésimale de notre disque, on a intégré ça. Au total, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était environ 3-4 pages de calcul. Ben, écoutez, combien de temps ça a pris de trouver le potentiel du disque? On a trouvé le potentiel du disque, on l'a fait ici. Donc, ça a pris ça comme espace. C'est pas un calcul qui a été si compliqué, ça se fait quand même relativement bien. On est arrivé à cette valeur-là. Ben, mettons que je vous demanderais c'est quoi le champ électrique créé par ce disque-là. Ben, on l'a déjà démontré dans le chapitre 2, comme je disais, avec une longue démarche. On peut le refaire à l'aide de la dérivée partielle. Donc, c'est pour ça que je vous disais le chapitre 1, 2, 3, là, ils sont liés. Là. C'est la même chose. Donc, j'ai mis schéma ici. Oui, je l'ai mis petit un peu, là, désolé, là, mais c'est le même qui est en haut. On a V, qui est une fonction de Y. Donc, on sait qu'en X et en Z, on n'aura absolument rien en termes de champ électrique. Pourquoi? Parce que si je fais la dérivée partielle de tout ça, ben, il n'y a pas de X puis il n'y a pas de Z. Donc, tout ce qui va être composante en X et en Z va tomber à 0. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un champ électrique qui est en Y. Là, excusez-moi, là, je ne devrais pas avoir de vecteur ici ou de composante. Fait qu'on va mettre un des deux. Donc, on va avoir le champ électrique ici. En E, donc on sait qu'on a un EY seulement à calculer, comme je vous expliquais. Donc, le EY va être égal à del V sur del Y, avec le petit moins devant. Donc, on va faire la dérivée de tout ça par rapport à Y. Donc, vous allez me dire, ouais, mais je ne me rappelle plus comment faire ces dérivées-là. Écoutez, c'est pas si compliqué, là. Vous êtes capable de faire ça. La première chose que je vous suggère de faire, moi, c'est toujours enlever les radicaux. Là. Moi, je préfère tout le temps exprimer ça en termes d'exposants. Ça devient pas mal plus facile à dériver. Donc, première chose, on sort nos constantes. Il nous reste à dériver par rapport à Y à faire de ça ici. Donc, on va dériver notre premier terme. Si on veut dériver le premier terme, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend le 1,5, on le met devant. Ensuite, on dérive l'intérieur de la parenthèse par rapport à y. Donc, ça, c'est une constante, ça tombe à 0. La dérivée de y au carré, ça devient 2y. Et ensuite, on multiplie par notre parenthèse et on soustrait 1 à l'exposant. Donc, on va avoir exactement la même chose, mais exposant moins une demi. Ensuite, on va soustraire, parce qu'il y a un moins ici, la dérivée de y. La dérivée de y par rapport à y, ben, ça donne 1. Et voilà, on a ça. J'ai distribué le moins ici pour l'amener des deux côtés. J'aurais pu rajouter peut-être une petite ligne ici pour faire le ménage, mais au bout de la ligne, on a exactement la même valeur qu'on avait démontré dans le chapitre 2. Combien de temps ça a pris? Excuse-moi, je regarde 2 lignes. Ça nous avait pris combien de temps tout démontrer ça dans le chapitre 2? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes pour faire les mêmes choses. Il faut voir le lien entre ces méthodes-là. Il faut... ça fait quelques fois que je le répète, là, mais il faut essayer de voir vraiment qu'on fait tout le temps la même chose, mais qu'on l'approche avec une quantité qui est un petit peu différente. Mais au bout de la ligne, là, on refait la même chose. Puis je pense que cet exemple-là l'illustre bien. C'est vraiment exactement le même calcul, le même résultat, mais fait par un chemin totalement différent, mais qui tient compte encore une fois des champs électriques. Mais cette fois-ci, on a calculé à l'aide des potentiels ou des différences de potentiel. Donc voilà pour ça, j'espère que c'est clair.
L'énergie potentielle d'un système de charge ponctuelle. Ouais, ça c'est quand même intéressant comme bout, là. Il faut réaliser que si j'amène deux charges comme ça, une plus puis une moins, euh, à une certaine distance R, ben, il faut être conscient que ces deux charges-là ressentent des forces. Donc, on va avoir F1,2 comme ça. Et ici, on aurait F2,1 comme ça. Donc, les deux vont ressentir des forces électriques de répulsion. En réalité, ce qu'on peut s'imaginer, ce qui n'est pas le cas, mais on peut se l'imaginer, c'est comme si on avait un ressort qu'on est en train de comprimer. À mesure qu'on va rapprocher les deux charges, ben, la force entre ces deux charges-là va devenir de plus en plus, la force entre ces deux charges-là va devenir de plus en plus importante. Donc, c'est vraiment comme un ressort qu'on comprime de plus en plus. C'est de plus en plus difficile de le comprimer. Et à mesure qu'on comprime ce ressort-là, ben, on accumule de l'énergie dans ce ressort-là. Donc, c'est ça l'idée ici. C'est qu'on va essayer de voir c'est quoi l'énergie qui est accumulée dans cette espèce de ressort-là qui va être la compression, dans le fond, de la distance entre ces deux charges-là. Donc, je vous rappelle une formule qu'on a donnée par définition au départ, que le potentiel est donné par U sur Q. Ben, l'idée, c'est de voir ici, c'est que il faut le faire d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas le faire des deux en même temps, mais dans les deux cas, ça donne exactement la même chose parce que l'énergie potentielle, c'est l'énergie de mon système. Si j'ai deux charges comme ça, j'ai un ressort, j'ai pas deux ressorts, un créé par Q1, un créé par Q2. Il faut que les deux charges-là soient là pour créer cette espèce de ressort-là. Donc, il faut absolument que les deux soient présents. Ce que j'essaie de dire, c'est que si tu regardes ta définition ici et tu isoles U là-dedans, ben en fait, ça fait Q fois V. Ben, c'est quel le Q, c'est quel le V, ça a plus ou moins d'importance. C'est soit qu'on regarde le potentiel créé par la charge Q1 et on place Q2 dans ce potentiel-là. Ou on regarde le potentiel créé par Q2 et on place la charge Q1 là-dedans. Au bout de la ligne, si on fait le premier, ben, on regarde c'est quoi le potentiel créé par V2, ben, par Q2, et on plonge Q1 là-dedans. Ou on fait Q2 qu'on plonge dans le potentiel de Q1. Ben, au bout de la ligne, ça ne change absolument rien parce que si on fait le potentiel, c'est le potentiel d'une charge ponctuelle. Donc, KQ sur R. R, c'est la distance entre les deux. Quand même que je prends la charge Q2 ici et je multiplie par Q1 ou la charge Q1 ici, je multiplie par Q2, ben, le résultat est absolument identique. Donc, U1,2, c'est l'énergie potentielle entre Q1 et Q2. Faites attention, les signes sont importants aussi. Si on a deux charges de signes identiques, ben, on voit bien que le ressort il se comprime puis il fait des forces vers l'extérieur. Tandis que si on a une charge positive puis une charge négative, ben, les deux forces tendent à s'approcher. Donc, c'est comme un ressort qu'on avait déjà étiré qui essaie de se rapprocher. À ce moment-là, le produit des charges, là, il n'y a pas de valeur absolue là-dedans. Donc, le produit des charges va donner une énergie potentielle qui va être négative. Donc, si on a des signes opposés, là, les forces sont vers l'intérieur, donc énergie potentielle négative. Si on a deux négatifs, les deux négatifs s'annulent, donc les forces vers l'extérieur, énergie potentielle positive. Donc, ici, ces situations-là qu'on va devoir tenir compte de l'énergie potentielle, contrairement à ceux qu'on tenait compte juste du potentiel, c'est qu'on va avoir des charges réelles. Donc, il y a des... je ne vais pas dire que les électrons ne sont pas réels, là, mais je veux dire des masses qui ne seront pas des électrons. Là. On pourrait le faire avec des électrons aussi, mais en général, on les connaît tellement bien que le potentiel, c'est suffisant. Quand on va dire une masse de tant de kilos qui contient telle charge, ben là, on va être obligé de calculer tout ça, donc les énergies potentielles. J'ai fait un petit exemple ici. Donc, on a un triangle équilatéral qui contient trois charges. Donc, on a Q1, Q2 qui vaut plus Q, moins 4Q, plus 2Q, puis la valeur de Q qui vaut 150 nanocoulomb. La distance entre ces trois charges-là vaut 12 cm. Donc, je vous demande de déterminer c'est quoi l'énergie potentielle totale de ce système. Bon, là, la chose à ne pas faire. Là, ce qu'on vient de déterminer, c'est qu'il y a un ressort qui peut exister entre deux charges, entre Q1 et Q2. Faut pas dire que si j'ajoute une troisième charge, ben, je peux tout simplement multiplier par Q3. Là. Ça marche pas, ça. Le ressort est toujours créé entre deux charges. Si j'ai trois charges, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire que je vais avoir un ressort créé entre Q1 et Q3, un ressort créé entre Q1 et Q2 et un ressort qui va être créé entre Q2 et Q3. Donc, c'est le nombre d'interactions possibles que je dois regarder. C'est toujours l'énergie potentielle entre deux charges, jamais entre trois charges, jamais entre 4, 5.
Si j'ai plusieurs charges, je dois additionner le nombre d'énergies potentielles à chaque fois que j'ai un pairage. Donc, à chaque fois que j'ai deux charges qui peuvent s'interagir. Donc, dans le cas où j'ai trois charges comme ça, ben, je peux avoir trois interactions. Si j'avais un autre exemple, disons, avec quatre charges, ben, combien j'aurais d'énergie potentielle à calculer? Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4. Combien j'ai d'énergie potentielle à calculer ici? Ben, j'aurais eu un 2, j'aurais eu un 3, j'aurais eu un 4, j'aurais eu 2, 3, j'aurais eu 2, 4, puis j'aurais eu 3, 4. Donc, faites juste attention, puis il faudrait que j'additionne tout ça. Là. Donc, faites juste attention, les. Je viens de réaliser que j'ai écrit dans la zone extérieure à la zone de capture d'écran, là, mais. Je peux-tu les déplacer? Donc, c'est ça, je les ai nommés quand même. Là, c'est U1, 2, U1, 3, U1. En tout cas, les 6 que j'ai dit. C'est pas exactement le même nombre de charges. Donc, si j'ai deux charges, j'ai une énergie potentielle. Si j'ai deux charges, j'ai trois énergies potentielles à calculer. J'ai trois charges. Je dis n'importe quoi. Une charge, pas d'énergie potentielle. Deux charges, une énergie potentielle. Trois charges, trois énergies potentielles. Quatre charges, je tombe à 6 énergies potentielles. Donc, il faut vraiment réfléchir comme ça au nombre d'énergies potentielles qu'on doit calculer. Donc, ici, je vous ai fait la liste là, des énergies potentielles, donc U12, U13, U23, donc le nombre de ressorts possibles à créer entre les trois charges. Donc, je vous ai fait la sommation vraiment détaillée, donc Q1, Q2 sur R12, Q2, Q3 sur R13, Q2, Q3 sur R23. J'ai mis en évidence K sur D parce que les trois sont exactement à la même distance une de l'autre. Donc, ce que j'ai à faire, c'est additionner le produit des charges. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par faire juste les valeurs avec les valeurs de Q pour ensuite pitonner une seule fois à la fin. Moi, je préfère tout le temps faire ça. Donc, Q1, Q2, ça donne Q fois moins 4Q, etc. Donc, moins 4Q carré plus 2Q carré moins 8Q carré qui me donne moins 10Q carré au total fois K sur D. Et j'ai remplacé par la valeur numérique. Donc, on arrive à moins 1,7 fois 10 à la moins 2 joules. Donc, question pour voir si vous avez bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire, ce négatif-là? Est-ce que ça veut dire que mes charges essaient de s'éloigner ou de s'approcher l'une de l'autre? Non, ça n'a pas figé. S'éloigne. Non, c'est pas vrai. S'approche. Quand on a un négatif comme ça veut dire qu'elle s'approche. Regardez ici. Si on a des charges qui veulent s'éloigner comme ça, on a deux charges positives, ben les deux signes sont de même signe. À ce moment-là, ça me donne une énergie potentielle qui est positive. Si on a des signes opposés, c'est là, à ce moment-là, qu'on a des charges qui vont vouloir s'approcher. Donc là, on a deux charges qui tentent à se repousser, mais on a une troisième qui essaie d'attirer les deux autres, et c'est ça qui va être dominant comme force. Donc, on va avoir des charges qui vont tendance à vouloir s'approcher ici. Essayez pas de deviner, là, c'est juste une petite question quiz comme ça, là, mais il faut toujours le calculer à chaque fois. Là. Conservation d'énergie. Donc oui, principe que j'apprécie particulièrement en physique, la conservation de l'énergie. Donc quelque chose qu'on voit en mécanique, qu'on revoit en électricité, qui va être encore vrai dans des physiques modernes. L'énergie totale d'un système ne varie pas si on n'a que des forces conservatives. Donc c'est sûr que si on inclut des forces qui dissipent la chaleur, comme le frottement, etc., la résistance de l'air, des choses comme ça, on va avoir perte d'énergie ou on va avoir transformation d'énergie en chaleur. Dans nos cas, on n'aura pas ces forces-là, donc on va essayer de garder ça simple. Donc l'énergie peut se transformer d'une forme à l'autre. Donc c'est ça l'idée, c'est de réaliser que ces énergies-là peuvent passer d'une forme à l'autre. Nous, je ne vous le cacherai pas, on va regarder surtout les énergies potentielles électriques comme on vient de calculer à la tonne et on va transformer ça en énergie cinétique. Donc on va regarder comment on peut déplacer des charges et prédire leur vitesse en fonction de leur déplacement et de ces potentiels électriques-là qui vont varier. Donc, j'ai fait un petit exemple. Donc, un objet M1 est fixe. On approche à une distance de 4,5 cm un deuxième objet M2 et on le relâche. Quelle sera la vitesse de M2 rendue à une distance de 2,3 cm? Donc, je vais vous donner les masses M1, M2, Q1 et Q2, leur valeur en microcoulombs.
Donc, je rappelle que M1 est fixe, M2, lui, va se déplacer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'approcher. Donc, on part à une distance de 4,6 et on finit à une distance de 2,3. Donc, je vous ai fait le dessin ici. Ça serait ma position initiale de mon Q2. Donc, lui, je vous rappelle qu'il est fixe, là. Donc, lui ne bouge pas. Tandis que lui va partir à une position initiale qui serait, disons, mon RI. Et on va finir à une position finale. Mon Q2 serait ici. Et à une distance qu'on pourrait appeler ici, disons, RF. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma particule se déplace par là. Donc, on aurait un DS ici qui serait vers la gauche. Est-ce qu'on a besoin? Pas vraiment. Mais ça nous permet un petit peu de regarder ça. À la nuance de mon schéma que je devrais corriger, c'est que Q2 est négatif. Donc, lui est bien négatif. Et lui aussi est négatif. Donc, faites attention à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mesure qu'il va s'approcher, dans le fond, il subit une force qui est vers la gauche ici. Donc, si on a deux charges qui sont négatives, on sait très bien que la force ici, électrostatique, va être une force vers la gauche. Donc, si on sent une force qui est F2,1 qui est vers la gauche. Bon, ici, ce qui est important de bien réaliser, c'est que on ne peut pas utiliser du MRUA. Donc, on aurait peut-être tendance à dire qu'ici, on pourrait faire ça est égal à MA2. Donc, M2 fois A2. C'est vrai, le problème là-dedans, c'est que ça n'est pas égal à une constante. Donc, on ne peut pas utiliser MRUA. MRUA, ça veut dire mouvement rectiligne uniformément accéléré. Si on a une accélération qui n'est pas constante, on ne peut pas utiliser de MRUA. Maintenant, pourquoi ce n'est pas constant? Bien, on sait que la force entre les deux, c'est la loi de Coulomb, donc donnée par K, Q1, Q2 sur R au carré. Bien, à mesure que je vais modifier ce R-là, bien, la force va changer. Donc, quand je vais l'approcher là, je suis à une distance RI et je finis à une position finale ici. Donc, ça, c'est ma position finale. Je passe à une position initiale jusqu'à une position finale. La distance R change. Donc, comme cette distance R-là va changer en fonction de ma position, ben, ma force change, mon accélération change. Donc, ce n'est pas égal à une constante. Donc, à ce moment-là, MRUA n'est pas applicable. Il y a toujours du monde à l'examen qui essaie de me le faire. Je vous assure que ça vaut 0. Ce n'est pas vrai que c'est un MRUA. Donc, vous allez peut-être avoir quelques points pour avoir bien identifié vos forces, des choses comme ça. Si je sentais que vous avez compris des trucs, là, mais au bout de la ligne, l'application là, est complètement fausse. Donc, voilà. Donc, on va l'appliquer avec l'énergie de bas. Si on a des forces qui sont non constantes, il faut absolument y aller avec la conservation d'énergie, comme dans le cas des ressorts que vous avez fait en mécanique. Donc ici, on va avoir une énergie cinétique initiale qui est nulle. On a lui qui est fixe, puis lui qui est on contient, qu'on l'approche dans nos mains. Donc énergie cinétique initiale au repos. Énergie potentielle initiale, il y en a une, hein? Il y a beaucoup de monde qui ont tendance à mettre que l'énergie potentielle initiale ou finale est égale à 0. Non, non, il y en a tout le temps. Les distances sont jamais nulles, ou à moins qu'on se rende jusqu'à l'infini, on pourrait le mettre égal à 0. Pour la finale ou initiale, donc la position à l'infini. Mais dans notre cas, il n'y a pas de zéro là, pour l'énergie potentielle. Donc les distances RI et RF là, sont bien réelles. Il ne faut pas mettre ça égal à 0. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Là. J'ai mis UI, donc j'ai isolé mon énergie cinétique de la particule 2 parce que c'est la seule qui est mobile, puis c'est ça que je vais avoir comme vitesse finale. Donc en gros, ce que ça me dit, c'est que la variation entre l'énergie potentielle initiale et l'énergie potentielle finale va me donner mon énergie cinétique finale à la particule 2. Donc déjà, moi, de s'être rendu là à l'examen, là, ça vaut plein de points. Là. Tu montres vraiment que tu as compris le transfert d'énergie, puis après ça, ben, appliquer avec ce qu'on a appris cette session-ci, c'est l'autre grosse partie des points. Là. Donc, énergie cinétique, qui est celle de la particule 2, donc une demi M2 fois V au carré. On aurait pu mettre un VF ici, mais comme il y a juste cette vitesse-là, je ne l'ai pas précisé. Mon énergie potentielle initiale, ben, c'est Q1, Q2 sur RI. Et mon énergie potentielle finale, ben, c'est Q1, Q2 sur RF. J'ai mis en évidence Q1, Q2 qui ne change pas. Faites
Fais attention au signe, hein. Q1, c'est sa valeur avec son signe. Q2, sa valeur avec son signe. Donc, oui, l'énergie potentielle ici est négative. Donc, en réalité, on enlève un négatif à un négatif, là. Donc voilà, c'est l'opération qu'on a à faire. Faites attention avec vos distances qu'on doit mettre en mètres. Donc je vous laisse repitonner tout ça pour être sûr que ça arrive bien. Donc on arrive à 240,4 environ, si je me rappelle bien. Donc 2,4 x 10 à la 2 mètres par seconde. Donc moi, c'est sûr que je vais toujours vous encourager à faire du calcul symbolique le plus longtemps possible. Le physicien, là, il s'en fout un peu du chiffre, hein. Le physicien, ce qui l'intéresse, c'est cette relation-là qui peut être replacée à n'importe quelle autre valeur de R, n'importe quelle charge. Donc, c'est une valeur générale qui peut être répétée. Après ça, ben oui, c'est le fun d'avoir une valeur numérique de notre mise en situation, mais au bout de la ligne, là, moi, je vous dis, c'est ça les gros points. Là, ça vaut pas grand-chose. Mais ça vaut un petit point quand même, là, fait qu'il faut le faire. Là, mais pour moi, là, c'est là que vous m'avez tout montré. Là. Donc, voilà. Le potentiel d'un conducteur chargé isolé. Donc, oui. Donc là, j'ai pris une sphère métallique de rayon grand R. Juste avant d'aller plus loin, je voulais justement faire un rappel, comme je disais tout à l'heure, de comment fonctionne l'axe des airs. L'axe R, là, c'est un axe qui part du centre. Donc ça, c'est son zéro. C'est l'origine de l'axe R. Puis après ça, l'axe R va dans quelle direction? N'importe quelle. Par là. Axe des airs. J'aurais pu le mettre par en bas, j'aurais pu le mettre par n'importe quel autre sens. C'est un axe qui va dans n'importe quelle direction. Après ça, la position par rapport à mon origine, c'est toujours ça, R. Donc, si je prends mon point P ici, ben c'est ça, R. Donc, j'ai toujours le même principe. C'est le gros avantage de travailler avec un axe radial, c'est que ça ne tient pas compte des directions quand il n'y en a pas besoin d'en tenir compte. Comme pour une charge ponctuelle, une sphère, il y a des symétries qui sont radiales, qui vont dans toutes les directions. Comme je donne toujours le même exemple, là, le soleil éclaire dans toutes les directions, il n'éclaire pas juste vers nous. Là. Il éclaire dans toutes les directions de façon pratiquement égale. C'est la même chose pour les champs électriques. Une charge qui est ponctuelle, une charge qui est sphérique, va émettre des champs électriques dans toutes les directions de façon égale. Donc, selon un axe qui peut être dans n'importe quelle direction. Donc, c'est ça l'axe radial. Le vecteur unitaire sur l'axe radial, c'est le vecteur UR. Donc, c'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent, mais si jamais on a besoin, c'est lui qu'on utiliserait. Donc, vous l'avez sûrement vu dans quelques réponses dans votre manuel. J'ai pas insisté là-dessus, là, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, on va essayer de voir notre potentiel de notre conducteur à deux endroits différents. Donc, on va aller voir notre potentiel à l'intérieur de notre conducteur et à l'extérieur. Écoutez, ça n'a pas changé grand-chose à notre vie, là. En fait, c'est quand même assez simple. Si on le fait dans le conducteur, ben, on devrait se rappeler qu'à l'intérieur d'un conducteur, si on met des charges sur une sphère métallique comme ça, tous les charges vont aller en surface. Donc, qu'est-ce qui se passe si on se trouve à l'intérieur? Donc, R plus petit que grand R, comme mon schéma ici, donc mon point P qui est ici. Je vais avoir la différence de potentiel entre un point qui est là. Ben, si mon champ est nul, comme je suis à l'intérieur d'un conducteur, je suis à ma surface de gaz à l'intérieur, pas de charge à l'intérieur de ça, mon champ est nul à l'intérieur d'un conducteur, c'est toujours le cas. Ben, si E est égal à 0, ben delta V va être égal à 0. Donc, l'égalité va être à 0 des deux côtés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence de potentiel à l'intérieur d'un conducteur est nulle. Donc, ça veut dire quoi? Que si j'atteins un certain potentiel à la surface de mon conducteur, donc j'étais à 3 volts, ben je vais être à 3 volts jusqu'au centre et jusqu'à l'autre côté, jusqu'à temps que je me ramasse ici, puis là, je ressors de l'autre côté. C'est constant à l'intérieur du conducteur, donc pas besoin d'aller vraiment plus loin que ça. À l'extérieur du conducteur, ben écoutez, si je me mets à l'extérieur du conducteur, c'est comme si je me retrouvais à faire l'exercice avec la charge ponctuelle. Donc, j'ai une charge, disons, plus Q ici, et je me place à une certaine distance R, donc ici, un point P. Ben, j'ai fait la démonstration à la section 4.5. C'est comme celle de la charge ponctuelle. Donc, j'ai pas besoin de répéter tout ça. Puis là, j'ai encore fait un dessin à l'extérieur de la zone de traçage. Désolé. C'est la même démarche, donc je ne la répéterai pas, là, mais à l'extérieur du conducteur, si on est à R plus grand que R, ben ça décroît, donc c'est vraiment l'expression de la charge ponctuelle. Ben, je pense que rendu là, on devrait commencer à le réaliser, là.
que ce soit dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, là, à chaque fois qu'on se trouve à l'extérieur d'une charge qui est symétrique en termes de sphère, ben, on voit que la relation est identique à celle des charges ponctuelles. Le potentiel électrique ne fait pas exception à cette règle. Donc voilà. Je vous ai inclus le petit schéma qu'il y avait dans votre manuel que je trouve très intéressant. Donc, si on trace notre axe des airs, encore une fois, à partir du centre et vers l'extérieur comme ça, aïe aïe aïe. C'est le fun des petites tablettes graphiques, mais c'est pas évident de faire des lignes droites. Donc, chez l'axe des airs comme ça veut dire quoi? Quand je me trouve ici, je me trouve à petit r est égal à grand R. Ben, j'ai vu qu'à l'extérieur de mon champ, ben, je décroissais comme KQ sur R, mais si je me trouve exactement à la surface et à l'intérieur, ben, j'atteins un plateau, donc ma différence de potentiel devient constante. Et quelle valeur? Ben, je sais qu'à ce moment-là, petit r va être égal à grand R, et je conserve cette valeur-là, donc j'ai vraiment à l'intérieur de mon conducteur tout le long exactement cette valeur ici, là, qui ne variera pas en fonction de la distance. Dès que je franchis la surface, ben, à ce moment-là, je me mets à décroître. C'était différent pour le potentiel, hein? Si vous le rappelez, pour le potentiel, on avait quelque chose qui décroissait en fonction de KQ sur R au carré. Puis quand on rentrait à l'intérieur, ben, le champ tombait à 0. Pourquoi? Ben, parce que toutes les charges se retrouvaient seulement en surface. Donc le potentiel et le champ électrique se comportent vraiment de façon différente. Ça se ressemble quand on est à l'extérieur. Lui décroît inversement proportionnel, lui inversement proportionnel au carré. Mais c'est sensiblement le même comportement. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va bien pour ce chapitre-là. C'est un petit peu la même chose qu'on a fait dans le chapitre 3 et 2. Je ne vous cacherai pas que le chapitre 5, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce qu'on a fait dans le chapitre 4, mais à des objets bien réels. Donc ça va être important d'être à l'aise avec le théorème de Gauss, les différences de potentiel comme on vient de calculer ici. Et on va tout mettre ça ensemble pour faire des objets qui s'appellent les condensateurs, donc des accélérateurs de charge qu'on peut alimenter, donc on peut charger avec des différences de potentiel. Donc on va donner des différences de potentiel à nos bornes de notre condensateur. Puis ensuite, ben, on va regarder les champs électriques créés à l'intérieur pour voir c'est quoi la capacité de cet objet-là. Donc pour ça, ben, pour évaluer les différences de potentiel, ben, ça nous prend les champs électriques. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, donc moins l'intégrale de IAF de EDS. Et on a besoin du théorème de Gauss qu'on a fait dans le chapitre 3. Donc, si pour vous, c'est pas clair encore, il faut absolument vous claquer une révision de ça. C'est hyper important. Là, vous allez voir, la matière là, est très cumulative là, à mesure qu'on va avancer dans la session. Pour conclure avec la matière qu'on va faire en magnétisme à la fin de la session, qui va refaire pratiquement tout ce qu'on a fait durant la session, mais avec les aimants. Donc, c'est la même chose, mais avec des aimants. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur le chapitre 4. Je vous donne vos exercices. J'ai pas trop insisté depuis le début de la session sur un principe qui s'appelle le dipôle. Juste illustrer une seconde, là, un dipôle, c'est quoi? C'est une charge positive plus Q, une charge négative moins Q, séparée par une distance D qui ne peut pas changer. C'est ça un dipôle. That's it, that's all. Pas besoin d'aller se casser la tête plus loin que ça. On va avoir un vecteur dipolaire qui vaut le produit entre D et Q, là. Toujours orienté du moins vers le plus, mais ça, c'est un détail. Si on vous parle de dipôle, c'est ça qu'on veut dire. Donc, on veut dire une charge positive, une charge négative. Il faut absolument que les deux aient exactement le même module, mais un positif, un négatif. Et que la distance ne peut pas varier entre les deux. Donc, c'est ça, un dipôle électrique. Ça peut être utile dans certains cas, mais au bout de la ligne, c'est pas une situation vraiment très, très intéressante, là. Pour moi, on est capable de faire ça depuis très longtemps déjà. Mais si jamais vous lisez et vous ne savez pas qu'est-ce que ça représente, c'est exactement ça que ça veut dire. Donc, j'attends vos questions s'il y en a sur le chapitre 4. Je vous souhaite une excellente préparation. Faites vos exercices le plus tôt possible. La session avance quand même vite. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.